Bonjour à tous, après une première prise en main publiée la semaine dernière, le temps est venu de nous pencher sérieusement sur le cas du QX100 qui est ici et qui est l'un des objectifs autonomes présentés par Sony l'année dernière. Il a été présenté en même temps que le QX10 qui est son petit frère. Pour rappeler brièvement ses spécifications techniques, même si elles ont été évoquées la dernière fois, le QX100 intègre un capteur exmor de 20,2 millions de pixels. Là-dessus, nous avons également une puce de traitement Bi11 et une optique produite par Zeiss qui est capable d'ouvrir en 1.8. La prise en main du QX100 est assez simple, c'est un cylindre, il ressemble à n'importe quel objectif. Nous retrouvons de tous les côtés les différents contrôles, notamment le déclencheur, la bague de zoom, une trappe qui dissimule le port pour carte micro SD ainsi que le port micro USB. Nous avons un pas de vis, nous pourrons donc le fixer sur un trépied sans aucun problème. Et nous pourrons également compter sur un petit écran qui nous indiquera l'état de la batterie. Précision importante, si le QX100 est assez compact lorsqu'il est en sommeil, il suffit de l'allumer pour qu'il prenne à peu près 3,5 cm de plus. L'objectif se déplie un petit peu à l'image de ce que l'on trouve sur le RX100. Pour la visée, il n'y aura pas 36 solutions, nous devrons nécessairement passer par un smartphone et plus précisément par une application développée par Sony, application qui n'était autre que Play Memories. Le bon côté de la chose, c'est que cette application est disponible à la fois sur iOS et sur Android. On pourra donc en profiter sur un iPhone ou sur n'importe quel smartphone, fonctionnant grâce au brave petit robot vert. Et il y aura finalement plusieurs manières d'utiliser cet objectif. Nous pourrons prendre le QX100 en main, viser à l'aide d'une main et contrôler avec notre smartphone l'angle, le champ de vision, et procéder aux différents réglages. Et nous pourrons également accrocher l'objectif sur notre smartphone grâce à la base qui est livrée avec l'objectif. Donc tout ce que nous aurons à faire, c'est de prendre cette dernière, de tirer les languettes. Alors ce sont des languettes qui sont maintenues par un ressort, donc l'une des languettes est mobile. On prend notre téléphone, on le place dans une languette et on tire l'autre pour l'englober. On fait évidemment attention de ne pas tomber sur les boutons habituels. Et puis ensuite, on prend l'objectif et on essaye de placer correctement les picots dans les trous dédiés à cet effet. Et une fois que c'est fait, hop, on tourne et l'objectif est vissé. Donc c'est le même principe que pour un réflexe ou un hybride. Une fois qu'il est bien en place, nous avons un vrai compact numérique qui tient bien en main. Et puis enfin, il y a une dernière utilisation que l'on peut faire de cet objectif, une utilisation qui est assez évidente, puisqu'il s'agit de le prendre et de le visser sur un trépied, un petit trépied de poche ou un grand trépied, peu importe. Une fois que l'objectif est bien en place, on va pouvoir l'utiliser comme une caméra et le contrôler depuis notre smartphone. Donc ça, ce sera utile pour réaliser des tests de matériel, par exemple, ou même pour se filmer soi-même en train de faire un peu n'importe quoi. Un seul produit, différents usages. Comme vous le voyez, le QX100 peut s'adapter à la plupart des situations. Maintenant, comme je le précisais tout à l'heure, pour l'utiliser, il vaudra mieux passer par un smartphone, ce sera préférable pour la visée. Et pour ce faire, nous allons devoir télécharger et installer l'application qui est proposée par Sony, qui s'appelle Play Memories. Pour l'utiliser, on va commencer par mettre sous tension l'objectif. Une fois que c'est fait, on prend le téléphone, on lance Play Memories. Là, il faudra attendre quelques secondes que le smartphone se connecte à l'objectif. Une fois que c'est fait, l'image capturée par l'objectif apparaîtra sur l'écran du smartphone. Alors, premier point qui est relativement important, c'est que la connexion entre les deux dépendra vraiment, je dirais, de l'état du réseau, puisqu'on fonctionne, on passe par le réseau Wi-Fi. Donc si vous êtes dans un environnement avec des ondes perturbatrices,
vous risquez malheureusement de rencontrer certaines latences. Ça peut aussi arriver si le smartphone est trop éloigné. Après, là, comme vous le voyez en intérieur, ça fonctionne plutôt bien et le rafraîchissement est quasiment instantané. Il y a peut-être 1 ou 2 secondes de décalage, ce qui n'est pas dramatique. Pour capturer une photo, on aura 2 solutions. On pourra soit appuyer sur le déclencheur, qui est directement intégré à l'objectif, soit s'appuyer uniquement sur le smartphone en appuyant sur le bouton dédié. Précision importante, le déclencheur physique qui est intégré au Xperia n'est pas pris en charge. Du moins, pas nativement. Après, j'imagine qu'il est possible de bidouiller pour qu'il soit reconnu par l'application, mais en l'état, par défaut, si on appuie dessus, eh bien, c'est l'application traditionnelle, l'application photo traditionnelle qui est intégrée à la surcouche de Sony, qui va se lancer. Donc ça, c'est un petit bémol. Au niveau des réglages, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Donc déjà, là-haut, on a une barre horizontale qui contient différentes icônes. La première, celle du haut, va nous permettre de changer de mode. Et là, on aura le choix entre 5 possibilités. Le mode auto intelligent, donc mode automatique. Le mode automatique supérieur, qui est censé être encore plus intelligent que le mode auto intelligent. On a le mode programme auto, où là, on va vraiment pouvoir prendre la main sur les réglages de l'appareil. Ensuite, nous avons le mode prise de vue à priorité ouverture. Donc là, on va pouvoir jouer avec la focale pour accentuer les effets de flou et ainsi de suite. Et puis, on aura évidemment le mode priorité vitesse obturation. Donc c'est un petit peu l'équivalent de la molette PSAM qu'on retrouve sur la plupart des hybrides et des réflexes numériques. Là, bien sûr, tout va dépendre de vos goûts et de vos compétences. Il y a beaucoup de gens qui resteront sans doute en mode auto. Maintenant, je connais quelques photographes qui se contentent très bien du mode automatique supérieur, ce qui leur permet du coup de s'adapter automatiquement lorsque la scène et l'ambiance lumineuse changent. Ils n'ont du coup pas à remettre les mains dans le cambouis, ils se contentent de shooter, enfin de cadrer et de shooter, ce qui est quand même assez intéressant. Maintenant, c'est bien d'avoir des modes un peu plus avancés pour ceux qui ont envie de prendre la main sur différents paramètres. De l'autre côté ici, on va pouvoir changer le mode. Donc là, on a 2 solutions. Soit on va capturer des photos, soit on va enregistrer des films. A la base, le QX100 n'était pas capable d'enregistrer des vidéos en Full HD. Et on se contentait d'une définition bâtarde entre le 720p et le 1080p. Bien heureusement, Sony a mis à jour son objectif et aujourd'hui, il est parfaitement possible de l'utiliser pour tourner des vidéos en 1080p à 30 images par seconde, ce qui est largement suffisant dans la plupart des cas. Pour faire le focus sur un élément de notre image, on aura simplement à appuyer le doigt à l'endroit de notre choix. La mise au point est relativement rapide, alors je dirais qu'elle est aussi rapide que celle du RX100, et donc elle n'est pas aussi rapide que celle d'un réflexe ou même que celle d'un hybride haut de gamme. Donc il faut bien imaginer, bien comprendre que le QX100 est un compact numérique, sans écran certes, mais est un compact numérique, et il n'a pas du tout pour vocation à empiéter sur les plates-bandes des réflexes et des hybrides. Ici, on va trouver 2 boutons qui vont nous permettre de zoomer, tout simplement. Alors, on peut évidemment zoomer en s'appuyant sur les boutons qui sont intégrés à l'objectif, ici, à côté du déclencheur, mais on retrouve également des commandes sur l'écran tactile, ce qui peut être intéressant lorsqu'on n'est pas à proximité de l'objectif en question. Dans le coin en bas à gauche, nous avons un bouton qui nous permet d'accéder aux réglages avancés. Donc on retrouvera le retardateur. On a aussi le mode de mise en point. Alors là, en gros, on pourra passer de l'autofocus à la mise au point manuelle. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment bien prendre la main sur les réglages. Ensuite, nous aurons toujours dans ce menu qui vient de disparaître une autre option pour régler la taille de l'image. Donc là, on va pouvoir soit shooter en 20 millions de pixels, soit shooter en 5 millions de pixels, ou en 17 millions, ou en 4,2 millions, ou en 18 millions. Et tout ça avec des formats très différents, puisqu'on aura du 16 neuvième, du 4 tiers, du 3 deuxième, et du 1/1 bien évidemment. Ensuite, nous avons l'image de revue, donc ça va nous permettre de régler le temps durant lequel la photo qu'on vient de prendre restera affichée à l'écran, donc ça c'est bien quand on veut contrôler les clichés au fur et à mesure. Ensuite nous avons un menu dédié aux options de sauvegarde. Là, en gros, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va pouvoir tout simplement lui demander de sauvegarder l'image sur le smartphone, directement après la prise de vue ou non. Alors,
Pourquoi l'activer? Eh bien, on l'activera lorsqu'on n'aura pas inséré de carte micro SD dans l'objectif et qu'on voudra shooter directement à partir du smartphone. Donc ça peut être pratique quand on n'a pas envie de perdre de temps ou d'avoir des doublons de photos. Maintenant, si vous avez envie vraiment d'utiliser le QX100 comme un appareil photo classique, vous pouvez désactiver cette fonction, auquel cas votre smartphone servira uniquement à la visée et il ne pourra pas récupérer automatiquement les photos qui seront prises avec l'objectif. Donc ça veut dire que le soir, lorsque vous rentrerez chez vous, vous devrez le décharger manuellement comme vous le feriez avec un appareil photo traditionnel. Et puis nous avons aussi la possibilité de définir la destination de sauvegarde. Donc on va pouvoir tout simplement lui demander de sauvegarder tous les clichés vers une carte externe. Après, nous avons aussi une option pour la taille d'image en revue, donc ça veut dire qu'en gros, on pourra soit afficher une image de 2 millions de pixels, soit afficher l'original. Là, tout dépend de vos préférences, hein. Si c'est une photo que vous souhaitez partager sur les réseaux sociaux, on peut se contenter d'une image de revue de 2 millions de pixels. Après, si vous êtes photographe pro, ou en tout cas expert, là, il vaudra peut-être mieux opter pour l'affichage de l'image au format original, ce qui vous permettra de contrôler plus facilement ses éventuels défauts. Et puis ensuite, nous avons une option pour formater la carte micro SD et donc la mémoire interne de l'objectif. Alors bien sûr, on n'a pas les mêmes réglages selon que l'on se trouve dans l'enregistrement de photos ou de films. Si je pars sur l'enregistrement de vidéo, et si je retourne dans le menu, là, je vais pouvoir uniquement jouer avec la mise au point, avec le répertoire de sauvegarde et avec le formatage. Je n'aurai pas la main sur le format de vidéo, malheureusement. Donc là, on sera obligé, quoi qu'il arrive, de filmer en 1080p. On ne pourra pas descendre en 720p. On ne pourra pas jouer avec le nombre d'images par seconde, donc on ne pourra pas faire de slow motion non plus. Et ça, c'est vrai que c'est quand même une limite qui est assez handicapante pour les vidéastes et pour tous ceux qui font beaucoup de vidéos. Donc voilà pour la présentation de l'interface de Play Memories et des réglages avancés. Maintenant, il y a plein d'autres petites bricoles qui dépendent essentiellement du mode de prise de vue. Donc là, si je me remets en mode photo et que je vais fouiner dans le mode prise de vue à priorité ouverture, je vais voir apparaître en bas une barre contenant différents types d'informations. J'aurai notamment la vitesse de l'obturateur, j'aurai l'ouverture de mon objectif, j'aurai aussi la balance et la sensibilité. Pour modifier un réglage, j'appuie dessus et là automatiquement je vois apparaître une autre barre d'outils qui va me donner la main sur différents paramètres. Donc ça dépend évidemment du menu qui est sélectionné. Pour la sensibilité, quand même, on peut préciser qu'il sera possible de monter jusqu'à 12800 ISO, ce qui est quand même pas mal hein, pour un compact numérique. Alors après, bien sûr, si je bascule en mode priorité de vitesse d'obturation, je n'aurai plus la main sur l'ouverture, mais je pourrai en revanche régler la vitesse de l'obturateur. Alors ce qui est aussi assez amusant, c'est que sur l'objectif, on va trouver ici une espèce de roue qu'on va pouvoir tourner dans un sens ou dans l'autre. Cette roue va nous permettre de zoomer, elle va aussi nous permettre de prendre la main sur certains réglages comme l'ouverture sans avoir besoin de poser les mains sur le téléphone. Là on retrouve un système identique à ce que nous avons sur le RX100 et sur le RX100 Mark II. Donc ça c'est un petit détail qui est plutôt intéressant et c'est vrai que sur le plan ergonomique c'est quand même assez sympa de trouver cette molette. Voilà pour ce tour d'horizon du QX100. Alors j'oublie sans doute un tas de choses, je m'en excuse par avance. Là mon objectif c'était vraiment de vous présenter un peu le fonctionnement de l'objectif, de voir ce qu'on pouvait en faire. Et maintenant le moment est venu quand même de vous faire part de mon verdict. Alors pour être complètement franc, il y a du bon et il y a du moins bon. Parmi les défauts de l'objectif, déjà il y a le format qui est assez envahissant. Il faut bien l'avouer, on ne pourra pas transporter le QX100 dans la poche de son jean. On pourra éventuellement le caser dans la poche d'un manteau ou au fond d'un sac, mais ça veut dire qu'on ne pourra pas voyager léger. Donc ça c'est déjà un petit peu embêtant, sans compter que l'objectif en lui-même est assez lourd, et lorsqu'on le place sur le téléphone, notre téléphone aura tendance à piquer du nez, donc il faudra bien le maintenir en prenant en main l'objectif, ce qui ne posera pas de problème aux habitudes du réflexe, bien évidemment. L'autre défaut que j'ai relevé, c'est au niveau des latences. Parfois, on a quand même des latences qui sont assez excessives.
À l'allumage, déjà, il faut attendre quelque chose comme 3 secondes pour que l'objectif sorte du boîtier. Et lorsqu'on lance Play Memories, on doit attendre à peu près 3 secondes de plus avant que le dispositif soit complètement connecté. Donc ça veut dire qu'il s'écoulera entre 6 et 7 secondes avant que nous puissions shooter. Et ça, c'est un peu embêtant lorsqu'on a envie de prendre une photo sur le vif. Même chose, on a aussi un intervalle qui est assez prononcé entre chaque cliché. Après, par contre, au niveau de la qualité, là, il n'y a absolument rien à dire. On retrouve une qualité équivalente à celle du AX100 qui est déjà très très bon. Et c'est vrai que c'est complètement étonnant de pouvoir prendre des photos, de pouvoir capturer des vidéos avec son smartphone, hein, quand même malgré tout, et d'obtenir cette qualité-là. Alors plutôt que de vous expliquer en long, en large et en travers pourquoi les photos capturées avec le QX100 sont jolies, je vous renvoie vers une autre vidéo, une vidéo constituée à partir des différents rushs que j'ai tournés durant cette semaine de test. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, des observations ou même des critiques à formuler, les commentaires sont là pour ça et moi je vous dis à très très vite pour un autre test.